accepter ça, que la solution elle peut venir de chez moi. Et ce moment-là de remise en question, pourquoi on a tellement de mal? On n'a pas de mal de remise en question. C'est-à-dire, les gens aiment la remise en question quand elle est chez les autres, pas chez eux. C'est-à-dire que on est volontiers, on veut aider l'autre, on veut qu'il s'améliore, on veut lui prendre la main, on veut lui donner des conseils. Mais dès qu'il s'agit de nous, là, c'est là que ça grince. Et il faut comprendre que ces petits moments d'indécision, ces petits moments de doute là, où je me dis, mais alors peut-être que Bémet, il y a quelque chose qui cloche chez moi, pas qui cloche, mais il y a quelque chose à régler chez moi. Ce doute là, le doute en général, on dit c'est un malek, il est mauvais, il y a des cas dans lesquels il est bon. C'est-à-dire que sans le doute, je ne peux pas arriver au changement. Le doute, c'est un maillon indispensable pour arriver au changement. Et en fait, ça peut nous arriver, il peut arriver chez certaines familles, qu'il y ait des enfants qui arrivent à un certain, en général à l'adolescence, ils arrivent à un certain niveau de leur vie, où ils remettent en question certaines valeurs qu'on leur a transmises. Et qui se disent, bon ben, j'ai reçu ça depuis tout temps, mais peut-être que c'est pas ma chimney, peut-être que ça ne me correspond pas. Peut-être qu'il y a d'autres valeurs ailleurs qui me conviennent mieux. Et il peut arriver qu'ils vont chercher ailleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour que ça n'arrive pas. Il ne faut pas prier pour que ça n'arrive pas. Il faut prier pour qu'il y ait la question et qu'il trouve la bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la réponse, elle va arriver, et que ce sera la bonne réponse, ce sera beaucoup plus fort. Sa connexion à Hachem, sa connexion à ses parents, elle sera bien plus forte une fois qu'il a passé cette étape de la question. Et en fait, c'est ce qu'il dit le Rav Boyer. Le Rav Boyer, il dit, quand Hachem il a créé Adam et Chava, il les a fait siamois. Ouais, il les a fait siamois. Ils étaient collés dos à dos. D'accord? Il a dû les décoller pour qu'ils se rencontrent de nouveau. Maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi tu les crées pas différents? Pourquoi tu les crées comme ça? Puisque le but ultime, c'est de se retrouver. C'est ce ribour-là, c'est cette connexion-là. Fais-les différents et puis ils vont se reconnecter. En fait, Rav Boyer, il dit non. Hachem, d'abord, il les a créés unis pour qu'ils sachent que c'est possible. Que cette connexion-là, elle est possible. Ils peuvent se retrouver et faire un. Vayu le basar echad. Seulement quoi? Ça doit forcément passer par un stade de déconnexion. Par un stade de déconnexion. Et ce stade de déconnexion-là, il est sain, il est barré. C'est-à-dire que vient un moment où l'enfant doit se déconnecter de ses parents. Émotionnellement, peut-être même aussi au niveau du système de pensée, où il doit acquérir une nouvelle indépendance. Ce système de déconnexion, il est bon. Alors, parfois, les enfants, ils répondent à leurs questions en 2 minutes, ou alors ils peuvent y répondre en 2 ans, ils peuvent y répondre en 15 ans. Mais dans tous les cas, c'est une étape primordiale pour avancer. Pourquoi? Parce que c'est justement cette déconnexion-là qui va leur permettre un meilleur ribour avec les parents, qui va leur permettre un meilleur ribour avec Hachem. Ils ne peuvent pas se connecter directement avec Hachem s'ils ont encore les parents au milieu. On se déconnecte des parents et on se reconnecte à Hachem. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit la Torah quand elle nous dit pourquoi Hachem il a écouté plus la tfila de Yitzhak que de Rivka. Rashi nous dit parce que Yitzhak il était tzadik ben tzadik. Rivka elle est quoi? Tzadik ben Racha. Attends, une minute, au contraire. Elle avait tout pour ne pas devenir tzadik. Elle avait toutes les données pour grandir dans un monde de pritzout
et de vide. Et elle a décidé de tout lâcher. C'est une énorme mala. Et Bémet, c'est une énorme mala. Bémet, c'est géant. Seulement, Yitzhak, il est quoi? Il est tzaddik ben tzaddik. Il n'est pas seulement tzaddik. C'est-à-dire qu'il a une tzidkout de son père, hein, mais il s'est déconnecté de la tzidkout de son père pour faire son chemin à lui, pour créer sa tzidkout à lui, pour recréer une nouvelle connexion avec Hachem. Il s'est élevé au-delà des enseignements, de la conduite de son père, pour être son propre Eved Hachem. Et ça, c'est une mala. Et un jour, on est venu voir, il y a un père qui est venu voir le Rav Eliashiv. Et il lui a dit, j'ai 2 propositions de Shiduchim pour mes fils, pour ma fille. C'est 2 Bachurim, 2 très bons Bachurim. Seulement, il y en a un, à une certaine époque de sa vie, il a un peu dévié, et maintenant il est revenu. L'autre, il a toujours tracé tout droit. Le Rav Eliashiv, il lui dit, tu prends le premier. Tu prends le premier parce que si à un moment il est parti et qu'il est revenu, c'est du béton armé. C'est solide, c'est soudé. Tu peux y aller, sans problème. Et pourquoi on disait ça? Oui, on disait ça pour montrer à quel point on n'a pas peur du doute. On n'a pas peur de ce moment d'indécision. Il est nécessaire et il amène à une meilleure construction. Et pourtant, il y en a qui reviennent jamais. Et pourtant, Il y en a qui reviennent jamais. C'est une bechera, nachon, c'est un libre arbitre. C'est un libre arbitre. D'abord qu'ils ne reviennent jamais, ça on ne peut jamais savoir. Ça peut prendre, j'ai dit ça peut prendre 15 ans, mais ça peut prendre 80 ans à philo. Mais t'étais pas là notre dernier cours. Si tu étais là dans notre dernier cours, tu aurais su que chacun, il y a 3 bechirot. Il y a 3 modes il y a 3 modes de responsabilité. Il y a la responsabilité d'Hachem, il y a ma responsabilité, il y a la responsabilité de l'autre. Et chacun, il a son domaine. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas rentrer dans la responsabilité de l'autre et je ne peux pas rentrer dans la responsabilité d'Hachem. Mais je peux faire ce qui est dans ma responsabilité. Ce que tu dis, c'est vrai. Hachem, il donne la possibilité de l'ifror batov oura. Ce doute-là, il est bon parce qu'il permet une meilleure connexion. Mais je peux aussi choisir de ne pas me connecter. Ça ne veut pas dire que le doute, il était mauvais. Tu comprends? On ne peut pas le souhaiter non plus. Mais... C'est-à-dire qu'en fait... Tu peux pas le souhaiter, parce qu'à partir du moment où il y a le doute, il y a la béchère. Il y a différentes madrigotes. Il y a celui qui est Ved Hachem parce qu'il a reçu ça et parce qu'il continue dans ce sens et de façon automatique. Vadaï qu'il n'a pas la même darga que celui qui a choisi de se rapprocher d'Hachem par de son propre gré. Tout un risque, mais de toutes les façons là, c'est pas ta responsabilité, c'est sa responsabilité à lui. Mais t'es toujours un peu... T'es lié toujours. Si tu parles de la famille, t'es toujours cachour à quelque chose. C'est-à-dire? C'est sa responsabilité à lui, mais ça te touche à toi parce que tu fais partie de la même famille, Nadia. Donc toi aussi, Pitom, tu deviens... Alors, quelle est la question? T'es censé le laisser faire son chemin ou t'es censé intervenir? Tu fais de ta part. Toi, t'es censé faire ton chemin. Maintenant, si pour arriver à l'aider, il faut que tu aies des kelim pour l'aider. Dans la colère, dans la déception, dans la tristesse, dans la peur, je ne peux pas aider. Pourquoi? Parce que je suis dans mon émotion. Donc il faut que je me déconnecte de ces choses-là pour être pleinement moi et pour pouvoir l'aider. Pour pouvoir me déconnecter, il faut que j'accepte que l'autre a
à sa bechira, et que moi, j'ai mon travail à moi. C'est en fait la raison pour laquelle on reprend notre espace, c'est-à-dire et émotionnellement et physiquement, c'est oui pour avoir une meilleure emprise, c'est oui pour pouvoir aider de façon saine. Parce que jamais la peur, elle te permet de faire grandir tes enfants correctement. Elle va plus risquer la peur du quand dira-t-on, la peur de ce qui va lui arriver. La peur, elle peut être très étouffante pour un enfant. Et finalement, il va arriver encore pire que là où il serait arrivé si tu avais un peu plus lâché ou pas. Après, ça dépend des enfants, ça dépend des parents, ça dépend des circonstances. Mais reprendre la maîtrise de soi, reprendre sa responsabilité, c'est jamais nocif dans l'éducation. Ça peut être que bon dans l'éducation. Ok, on continue. Il y a par exemple, il y a des fois, voilà, cette dame que j'ai rencontrée dans le bus, en réalité, qu'est-ce qu'elle a réveillé chez moi? Elle a réveillé une forme de jalousie, d'accord? En général, quand on n'accepte pas l'autre, très souvent, c'est que c'est la kina qui vient se griffer, c'est la jalousie qui vient se griffer. Tout ça, c'est toujours en cherchant. Tout ce que je dis, c'est très, très amok là. C'est pas quelque chose qu'on voit de visu. Maintenant, on a deux possibilités de se confronter à la kina. À partir du moment où j'ai une personne qui me titille, une personne qui me dérange à l'intérieur, parce qu'elle me remet en question, je vais développer un moyen de survie parce que je ne peux pas vivre dans je ne peux pas contenir ce sentiment-là longtemps. Donc je vais devoir rebondir, je vais devoir créer un nouveau système. J'ai deux possibilités qui s'offrent à moi. On va dire que cette personne-là, elle est plus intelligente que moi. J'estime qu'elle est plus intelligente que moi. Je ne vais pas tout de suite me l'avouer. Je dirais que, au contraire, qu'elle ne se débrouille pas dans la vie, et puis qu'elle lâche son mari et ses enfants pour aller étudier, pour aller... En cherchant au fond, je me rends compte que ce qui me dérange, c'est ça, c'est ce point-là. J'extrapole, hein. Je ne vise personne. Je ne vise personne. C'est bien, je ne vise personne. Moi, je vais tourner dessus. Toute ressemblance avec une personne, comment ça c'est serait de pure fiction, mais qui sont. Donc cette personne est plus intelligente que moi. Pour surmonter ce malaise, j'ai deux possibilités. Ou je la baisse, parce que si je la baisse, moi je vais me sentir plus haute qu'il ou. Je vais la critiquer, voilà. Oui, bon, d'accord, elle fait des grandes études, mais regarde, elle fait de sa maison. Oui, d'accord, elle fait des grandes études, elle ne sait pas parler à son mari, donc l'intelligence, elle est où, là? Tout ce qui peut venir au moins, et là, je me sens, c'est fictif, zélonachon. Je ne suis pas montée, à la limite, on est toutes les deux maintenant, au ras des pâquerettes, mais je ne suis pas mieux qu'elle. J'ai une autre possibilité maintenant. Puisque j'ai besoin de me remonter, si je ne la baisse pas, il faut que moi je m'élève au-dessus d'elle. Maintenant, comment je peux m'élever au-dessus d'elle? Une des techniques, un des types, très difficile a priori, mais très libérateur a posteriori, c'est d'aller la voir et de dire, tu sais, j'estime énormément ton intelligence. C'est une avodat amidot qui nous déchire le cœur. Mais ça dépend. On parle de la personne, justement, celle-là, cette peste. À partir du moment où je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais me transposer dans un nouveau monde. Je ne suis plus au même endroit. Pourquoi? Parce que pour lever ce verre, il faut que je sois plus forte que lui. À partir du moment où j'élève le nefesh de quelqu'un,
où je lui procure du sipouk, où je lui procure de l'ana, où je lui procure du bonheur, ça veut dire que quelque part, oui, j'ai une force plus haute. Oui, mais ça vient quand même quelque part d'un sentiment qu'on a envie de dominer l'autre et d'être plus fort que l'autre. Après, C'est quand même un sentiment qui est pas super sain à la Nahon, base. je dis pas que c'est du lishma et que c'est à 100%, mais à partir du moment où tu te changes d'endroit, il n'y a plus cette rivalité. Il y a plus cette rivalité. Donc s'il n'y a plus cette rivalité, déjà j'ai avancé quelque part. J'ai dit c'est un type. J'ai dit exactement. Voilà, c'est ce que je dis. Tu t'es mis dans un autre. C'est quoi? Tu t'es mis dans un autre makom. Tu es plus dans l'endroit de la petite qui subit que non at gdola at mishim. Tu lui as donné quelque chose et elle a pris et elle a souri et elle est satisfaite de ça. Donc tu l'as fait grandir, tu as fait grandir son effet. Donc oui, tu es grande. Oui, tu es chachama. Oui, tu es arbe. Mais vers l'école, toute cette katnouniout là. Et c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on dit dans la Torah quand on dit là où il n'y a point d'homme, efforce-toi d'en être un. Un jour, c'est pas un jour, c'était à une certaine époque de ma vie justement. Je me suis retrouvée moi confrontée à beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude parce que j'ai trouvé que le monde dans lequel je vivais m'aidait pas, me soutenait pas, était pas suffisamment là pour moi. Et je me suis sentie très aigrie. J'ai dit, j'ai quitté tellement de choses, j'ai fait tellement de sacrifices pour accéder à un certain monde qui aujourd'hui me reçoit pas, aujourd'hui me soutient pas, ne m'aide pas à avancer. Je dis, ben si c'est comme ça, eux ils donnent pas, et ben moi je donne pas. Pourquoi ça devrait être comme ça? Et puis j'ai vu que cette pensée-là, elle m'était très difficile. Le fait de penser que le monde était entièrement mauvais, j'avais bien plus de mal à contenir cette pensée-là que contenir le fait qu'on ne mette pas techniquement, qu'on ne mette pas au niveau du chinour, qu'on ne mette pas au niveau des écoles, qu'on ne mette pas... Et j'ai compris que je ne pouvais pas rester avec cette pensée de croire que le monde était entièrement mauvais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, alors tu sais quoi? Si 90% du monde est mauvais, alors fais partie des 10%. Pourquoi? Parce que si toi tu fais partie du 10%, si malgré tout tu fais du recette, si malgré tout t'apportes aux autres, alors que toi t'es aigri, alors que toi t'es mal, alors tu viens juste prouver à toi que le monde n'est pas mauvais. La preuve, c'est toi. Et à partir du moment où j'ai changé de perception, là, cette perception-là, c'est là que je me suis rendu compte que finalement le monde n'était pas si mauvais, hormis moi. Mais il a fallu que je dépasse cette amertume-là. Il a fallu que je dépasse cette amertume. Et la façon de dépasser cette amertume, c'était ça. C'était là où il y a point d'homme, efforce-toi d'en être un. Si le monde autour de toi est tordu, alors sois la seule qui ne soit pas tordue. Pas pour les autres, pour toi. Pour toi, pour pouvoir vivre. Pour toi, pour pouvoir contenir. Pour toi, pour pouvoir continuer à construire, pour pouvoir continuer à aimer et à dispenser de l'amour autour de toi. Et Bémet, alors, si c'est tellement facile, Bémet, si c'est tellement facile, alors pourquoi je n'arrive pas à me remettre en question? Pourquoi je n'arrive pas d'abord à comprendre ce qui se passe en moi et à prendre le temps de me confronter à mes démons, de me confronter à l'image de moi qui me fait mal? Pourquoi je n'accepte pas de me regarder dans le miroir? Si c'est ça la solution, si la solution de réussir à apporter aux autres, à construire mes relations avec les autres, c'est de se regarder dans le miroir. Pourquoi j'ai tellement de mal? Et là, on en revient à la phrase d'Einstein. Einstein, il disait, comme je l'ai dit, on ne solutionne pas un problème avec les mêmes moyens qu'on a mis en œuvre pour les créer.
quand j'ai repoussé mes pensées à l'intérieur, quand j'ai repoussé une vision négative de moi à l'intérieur, c'était pourquoi? C'était quoi la raison? C'était la non-acceptation de moi. Je ne peux pas contenir l'idée que je ne suis pas intelligente, que je ne suis pas une bonne mère de famille, que je ne suis pas une bonne fille. Tu veux réparer ça maintenant. Tu veux te confronter tu veux de nouveau te confronter à l'origine de ton problème. Alors répare. Viens avec l'acceptation. Recommence à t'accepter. Ça permet un peu de ne pas déprimer aussi, pas accepter. Si je me dis, je suis une mauvaise mère de famille, j'avoue, voilà, je suis nulle. Non. Ouais, la pensée, elle est là. Non, la pensée, elle est là. Maintenant, pour arriver à solutionner, il faut que je puisse me poser la question, ok, pourquoi je suis une mauvaise mère de famille? Mais pour arriver à cette pensée-là, il faut que j'admette que je considère que je ne suis pas... Laisse-moi finir jusqu'au bout. Que je considère que je ne suis pas une bonne mère de famille, d'accord? Le problème, il est là, le problème, il est où? Il est juste avant. Il est quand je ne veux même pas me confronter à cette idée, quand je ne réfléchis pas, quand je continue à avancer et que je ne me pose pas de questions. C'est ce qu'il dit Hachem à Sarah. Il dit, confronte-toi avec tes démons. Parce que ça reste que des pensées. C'est pas vrai. C'est fictif. Mais si c'est ça qui te bouffe la vie à l'intérieur, pourquoi on va attendre que ça devienne une maladie? Va regarder à l'intérieur. Confronte-toi avec ta réalité et change ta réalité. Seulement, si tu ne connais pas ta maladie, tu ne peux pas prendre le bon traitement. Maintenant, ça m'est arrivé dernièrement, dernièrement non, il y a quelques temps. On m'a dit une phrase comme ça. Bon, allez, je le dis. Un jour, je devais amener... je devais faire un truc pour ma mère. Je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait parce que c'était un truc de banque et puis que je connaissais rien dans les histoires de banque et que, je l'ai mal fait. Et ma mère, elle a commencé à me dire, bon écoute ma fille, il va falloir que tu... Elle n'a même pas fini sa phrase, mais déjà, j'étais terrassée. Ok, j'ai ressenti le truc très fort à l'intérieur. J'ai fini la conversation, j'ai posé le téléphone et je me suis assise sur mon lit. Et je me suis dit, allez vas-y maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'était dur parce que je ne voulais pas retourner dans cette émotion, je ne voulais pas retourner dans ce sentiment, mais je savais que je devais y aller. Et à partir du moment où je suis rentrée, je me suis rendu compte que, ok, qu'est-ce qui t'embête là-dedans, dans ce qu'elle a dit? Elle n'a rien dit, Tarles, elle n'a même pas fini sa phrase. Oui, mais elle voulait dire que j'étais bête. Donc que je ne savais pas me débrouiller dans la vie, voilà, c'était plus ça. Que je ne savais pas me débrouiller dans la vie. Que je connaissais pas les histoires de banque et de machin et que c'était pas normal. Peut-être c'était pas du tout ça. Pour moi, si, c'était ça. Pour toi, ce serait peut-être non, pas mais ça. peut-être c'était pas du tout ça qu'elle voulait dire. Nahon. Et moi, pour moi, c'était ça. Parce que comme elle est mon miroir... En fait, ça change pratiquement rien, c'est ce qu'elle a ressenti qui compte. Parce que comme elle est mon miroir... Je sais pas, moi, ma mère, elle me dit je macle, par exemple, c'est pas... Mais macler, ça veut pas dire qu'on est bête, moi, par exemple. Pour toi. Pour moi, comme c'est mon monde intérieur, alors moi je l'ai pris dans mon monde intérieur à moi. Donc ça change pas. Tu peux trouver dans une famille, plusieurs sœurs qui reprochent aux parents les mêmes choses, mais qui prendront jamais, en réalité ça les dérangera jamais pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que chacun vient avec son monde. Même de parents. Donc à part moi, il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe. À part toi, il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe. Donc si toi tu ne fais pas le travail de te rencontrer, personne ne le fera à ta place. Et personne ne pourra t'améliorer à ta place. Et en fait, quand il s'est passé cette histoire, je me suis dit, oui, c'est parce que voilà, elle pense que je me débrouille mal dans la vie. Ça, c'était le... Ah. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est Nahon? Est-ce que cette pensée-là, elle est Nechona? Maintenant, pèse, vérifie, examine. J'ai commencé à réfléchir.
avec acceptation, c'est-à-dire pas avec acceptation que, que je suis nulle. Non, avec acceptation de ad beseder. Maintenant, où il est ton problème? Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, elle considère que je me débrouille pas dans la vie parce que je sais pas m'occuper de... Mais il y a 1001 choses dans la vie dans laquelle je me débrouille 10 fois mieux que d'autres. Et donc, Zelonachon, cette pensée-là, elle n'était pas nechona, mais pour réussir à la guérir, pour guérir cette émotion-là, il fallait se confronter à la pensée. Seulement, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fuit la pensée. On fuit la pensée et on continue. En réalité, on fuit personne parce que la pensée, elle reste là, même si elle reste inconsciente. Et après, il va suffire que notre enfant, notre père, n'importe qui, notre voisin dans la rue nous dise un mot qui va se refléter à cette pensée-là pour que je boum et qu'on ne comprenne même pas ce qui se passe. Si tu veux... Il y a une femme dernièrement qui m'a dit, qui est venue de se plaindre. Elle avait beaucoup de problèmes de shlom bayit avec son mari. Et quand j'ai essayé de sonder un petit peu quel pouvait être vraiment le fond du problème, je lui ai dit, et au niveau de la communication, est-ce qu'il y a un échange? Alors elle m'a dit, non, il n'y a pas d'échange. J'aimerais qu'il y ait une communication. Moi, je suis d'accord, je suis open, j'aimerais parler plus, mais lui, il ne veut pas communiquer. D'accord? Il ne veut pas s'exprimer, il ne veut pas communiquer. Et je lui ai posé la question, ok, toi, tu veux communiquer. Est-ce que tu es sûr que s'il s'ouvre, tu seras disposé à écouter ce qu'il va te dire? Parce que si tu n'es pas disposé, si tu sais que le moindre mot qu'il va te dire de son makom à lui, de son monde à lui, ça va te faire sauter, il ne faut pas arriver. Il ne te parlera pas parce qu'il le sait. Il le ressent. Donc, tu veux établir une communication, il faut créer un espace d'acceptation. Tu veux communiquer avec l'autre, il faut que tu crées un espace d'acceptation de l'autre. Tu veux communiquer avec toi, il faut que tu crées un espace de communication avec toi, un espace d'acceptation avec toi. Seulement, si tu es fixé sur tes défauts, sur la certitude que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas bécédère, tu ne sauras pas ce qui se passe à l'intérieur, parce que tu ne voudras pas voir, parce que tu n'iras pas jusqu'au bout. Pour créer une communication, il faut créer une prédisposition à la communication, et avec les autres et avec nous-mêmes. Et en fait, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que si moi, je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter l'autre. Si moi, je ne m'aime pas, au fond, je ne peux pas aimer l'autre. Si je ne me dispense pas d'amour à moi, si je ne suis pas attentive à mes besoins à moi, je ne peux pas réellement être attentive aux besoins de l'autre. Et si je ne me respecte pas, alors je ne peux pas respecter l'autre. Et c'est exactement ce qu'il vient nous dire Rabbi Akiva. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les Talmidim de Rabbi Akiva? On va répondre à la question. Après cette histoire, après la mort de ces Talmidim, Rabbi Akiva a créé un nouveau concept qui n'existait pas avant. À part le Ve'afta l'erecha kamocha, maintenant il vient nous dire autre chose. Il nous dit, si deux personnes sont dans le désert et qu'il reste une gourde qui suffit juste pour l'un d'eux pour pouvoir arriver... C'est quoi? Celui qui a la boire qui boit. C'est celui qui a la... Il y a quelqu'un qui lui a dit Chayecha Kodmin. C'est-à-dire, ta vie, elle passe avant l'autre. Et c'est exactement ça. Quand Rabbi Akiva, il a vu le monde
de Torah qu'il avait créé s'ébranlait. Et qu'il n'a pas compris pourquoi. Et qu'il s'est dit, comment ça se fait qu'avec mon Ve'afta l'ereacha kamocha, ils ont pu arriver à un degré tellement bas de l'onahagu kavod zelazé, qui ne se respectent pas les uns les autres. Il a compris qu'ils n'avaient pas travaillé sur le chayecha kodmin, le kamocha kodem. Rabbi Akiva nous dit, Ve'afta l'ereacha kamocha, kamocha kodem. Toi, tu passes avant l'autre. C'est-à-dire que tu veux donner à l'autre, il faut que toi, tu sois bien à l'intérieur. Tu aies de l'estime pour toi. Tu veux le respecter, il faut que tu aies du respect pour toi. Parce que si tu n'as pas de respect pour toi, si tu n'as pas de présence, tu ne peux pas donner. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a peut-être des gens pour recevoir, mais il n'y a personne pour réellement donner. Parce que qu'est-ce que tu donnes quand toi, tu es absent, quand tu t'es complètement annulé? Et c'est le grand message, c'est le grand message. Moi aussi, je tourne la vidéo même. Hein? Moi aussi, je tourne la vidéo même. C'est ça le grand message de Rabbi Akiva. Et c'est ça, toute la période du Homer, d'arriver à réparer cette faute-là, cette défaillance-là, de comprendre que le monde, il est mon miroir, et que si je veux voir l'éclat en face de moi, l'éclat dans le miroir, il faut qu'à l'intérieur j'éclate, il faut qu'à l'intérieur je travaille sur mon propre éclat. D'ailleurs, dans la Gemara, ils parlent de 12 000 couples, ils ne disent pas 24 000, ils disent 12 000 couples. C'est-à-dire que l'un en face de l'autre, ils avaient beaucoup de mal. Ils parlent du couple, pas de... Non, en face de l'autre, tu as raison, ouais, c'était 12 12 000 zougotes. zougotes. Il dit 12 000 zougotes.